On est maintenant arrivé à la première capsule pour les cours théoriques en analyse chimique, métallurgique de base. Nous avions entamé le cours en voyant le contenu du cours, les modalités, etc. dans notre première rencontre. Maintenant vient le temps d'aborder la théorie de base entourant les différents principes sur lesquels repose le fonctionnement de nos appareils d'analyse chimique, qui, dans l'essentiel, sont des appareils dont le mode de fonctionnement exploite euh, le comportement ondulatoire des ondes électromagnétiques, que ce soit au niveau de la lumière visible, infrarouge, UV, ainsi que rayons X. Mais avant d'aller dans les détails au sujet du mode de fonctionnement des appareils, ce qu'on va faire à l'intérieur des deux premières capsules, nous allons faire un retour sur des notions que vous aviez vues dans votre cours de physique sur la section de la physique des ondes, le comportement ondulatoire. Nous nous étions rencontrés dans le cours d'essais non destructifs, dans lequel j'en ai profité justement pour faire une petite revision sur les concepts fondamentaux concernant les ondes. Euh, Particulièrement, on avait défini ensemble qu'est-ce qu'était la longueur d'onde, l'amplitude, la fréquence. On avait vu aussi que les ondes, c'est de l'énergie qui se propage à une certaine vitesse qui dépend de la nature du milieu, tout ça. Je vais faire un petit retour là-dessus, mais extrêmement rapide, là, considérant que je pense qu'il y a une bonne partie des concepts qui ont été vus dans le cadre du cours d'ultrason, mais euh, adaptés pour les ondes électromagnétiques. Parce que dans le cours d'essai non destructif, de la partie ultrason, on travaille avec des ondes mécaniques. Et pour les ondes mécaniques ont absolument besoin de matière pour se propager. Tandis que dans ce cours-ci d'analyse chimique, ce qui nous intéresse, ce sont les ondes électromagnétiques. Donc les ondes mécaniques, c'est ce que votre oreille est capable de percevoir, et les ondes électromagnétiques, c'est ce que votre œil est capable de percevoir. Vous allez aussi aborder les ondes électromagnétiques dans la deuxième partie du cours, la partie radiographie d'essais non destructifs avec Lucie. Les rayons X concernent les ondes électromagnétiques. Donc, auparavant, au départ, ce que je voulais faire, c'est de, 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 de faire un aperçu très bref de ce que peuvent accomplir les différents appareils d'analyse chimique, les quatre appareils qui font l'objet de ce cours-ci, pour finalement un petit peu mieux situer les quatre appareils, d'avoir une certaine idée de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont capables de faire, de manière générale sur quels principes ils fonctionnent, mais très 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 résumé, afin de vous donner une idée, afin d'être capable de distinguer, d'avoir un premier aperçu sur les appareils. Euh, donc, ce que vous avez ici, euh, oh, je me suis trompé. Euh, Vous avez un tableau dans lequel vous avez de résumer les principes, euh, l'analyse, qu'est-ce qu'on analyse, les limites de l'appareil, des appareils. Donc, en ce qui concerne le spectromètre, qu'est-ce qu'on analyse? On analyse un spectre de lumière émis par l'excitation des éléments chauffés par un arc électrique. Donc ça, c'est la base, c'est le principe du spectromètre. Ensuite, vous avez, dans le cas de l'analyse, qu'est-ce qu'on analyse avec le spectromètre? On analyse la présence des éléments dissous présents en tant qu'éléments d'alliage dans une base métallique. On analyse la concentration massique à partir d'un échantillon. On a de très grande précision avec le spectromètre à émission optique, une limite de détection qui, elle, va varier d'un élément à l'autre, mais en général, là, ça tombe au-delà, dans l'ordre du 0,001% massique de précision. Dans le cas de l'analyseur carbone-soufre, j'aurais peut-être dû changer le terme. Là, ils n'ont pas utilisé, ne plus utiliser l'écho, mais analyseur carbone-soufre. On fait aussi de l'analyse chimique, mais de manière différente par rapport au spectromètre.
On n'analyse pas une lumière émise par le chauffage d'un échantillon. Ce qu'on fait, c'est on oxyde le carbone et le soufre sous forme gazeuse et euh, on va aller exploiter la capacité des deux gaz analysés, en l'occurrence le CO2 et le SO2, leur capacité à absorber certaines longueurs d'onde dans l'infrarouge. Et à l'aide d'un détecteur, on mesure l'absorption et on en déduit la concentration massique. On analyse uniquement le carbone et le soufre. Donc à partir de grenaille, de petites tiges prélevées à partir de l'état d'une charge liquide ou de la grenaille qui peut être obtenue par usinage. Donc on peut aussi analyser ce type de matériaux-là. Les limites du LECO, elles sont quand même assez grandes. On est capable d'avoir une précision de 0.0001% environ comme ordre de grandeur là, avec le carbone et le soufre. Troisième équipement, la fluorescence X, qui lui aussi, comme le spectro et le LECO, fait de l'analyse chimique, entre autres, mais de manière différente des deux autres. C'est que cette fois-ci, on va mettre à profit un phénomène physique qui s'appelle la fluorescence dans le domaine du rayon X. Donc, on va envoyer un rayon X sur l'échantillon et ce rayon X-là va aller forcer les éléments à réémettre leur propre longueur d'onde dans le domaine du rayon X aussi. Donc, il y a une reconnaissance. Là, comme le spectromètre, il reconnaît les longueurs d'onde propres à chaque élément. La fluorescence X fait la même chose. Donc, ce qui est différent, c'est au niveau de la façon d'exciter, si on veut, les électrons des atomes pour les forcer à émettre du rayonnement. En spectrométrie, à émission optique, on excite les atomes de manière thermique avec un arc électrique, tandis qu'en fluorescence X, on les excite par l'envoi d'un rayon X qui va aller rentrer en collision avec les électrons. On analyse quoi en fluorescence X? Bien, on peut analyser les concentrations massiques des éléments à partir du magnésium, cependant, jusqu'au plus lourd. Donc, dans le tableau périodique, à partir du numéro 12, là, magnésium, on est capable. Sinon, si les éléments sont trop légers, c'est pas possible de détecter ni d'analyser les éléments présents dans un échantillon. Donc, par exemple, en fluorescence X, on ne peut pas mesurer le taux de carbone dans un acier. Ce qu'on peut faire avec les deux autres appareils, carbone soufre et spectromètre, mais avec le fluorescence X, le carbone il est trop léger. Il ne répond pas au phénomène de fluorescence X pour des intensités suffisantes. On verra ça en détail là, dans la section fluorescence X. La fluorescence X, en termes de précision et de limite de détection, elle est plus faible que les deux autres appareils. Donc une précision moyenne et une limite de détection moyenne. Enfin, l'absorption atomique, qui est un appareil peut-être différent des trois autres, en ce sens que dans les trois autres, on analyse des solides, des éléments contenus dans des solides. Ah oui, j'ai oublié de dire concernant le fluorescence X, qu'en plus de faire de la mesure de concentration massique, on est aussi capable de faire des mesures d'épaisseur de couches, que ce soit un dépôt de métal, comme par exemple du zinc sur de l'acier, du nickel sur l'acier, etc. Et on est aussi capable de mesurer des couches d'oxyde, comme par exemple la couche d'oxyde sur l'aluminium. Donc on est capable d'en mesurer l'épaisseur avec fluorescence X. Vous allez avoir l'occasion de le faire en laboratoire aussi. Et je reviens à l'absorption atomique, qui est différent des trois autres parce qu'on analyse des éléments en solution, dissous dans des solutions aqueuses. Mais l'absorption atomique a quelque chose en commun avec l'analyseur carbone-soufre, c'est que comme le carbone-soufre, l'analyse en absorption atomique est basée sur l'absorption. Donc, on envoie une longueur d'onde bien précise dans un échantillon. Et les éléments à analyser sont capables d'absorber le rayonnement. Ils absorbent spécifiquement certaines longueurs d'onde qui eux-mêmes sont capables d'émettre. Donc, il y a un détecteur de l'autre côté qui va mesurer l'absorption et on en déduit avec des courbes de calibration et des étalonnages la concentration massique de l'élément dans la solution. Donc, ça peut être, par exemple, du nickel en solution, du cuivre, du magnésium, du fer. Notre appareil au département est capable, ça prend des lampes pour être capable de fonctionner avec un appareil à absorption atomique qui va émettre une longueur d'onde bien précise, qui va être absorbée par l'élément analysé. Et puis, on est capable de mesurer une quinzaine d'éléments chimiques différents environ.
à peu près. Donc, entre autres, les quatre que vous voyez énumérés ici, mais il y en a d'autres, comme le zinc, par exemple, qu'on est capable aussi d'analyser, le manganèse, le cobalt. La précision, elle est moyenne et la limite de détection, elle est quand même excellente avec l'absorption atomique. Maintenant, si on fait un retour dans des notions, dans des aspects plus fondamentaux concernant les ondes électromagnétiques, donc ça fait quand même à peu près environ une centaine d'années qu'on peut dire qu'on comprend assez bien la nature de la lumière. Mais dans les années qui ont précédé les années 20 à peu près, donc pas 2020, mais 1920, donc à partir du milieu du 19e siècle, là, la science a beaucoup avancé entre 1860, disons, et jusqu'à 1920-1930. Il y a eu beaucoup de découvertes de scientifiques qui se sont faites à ce moment-là. Et il y a eu dans l'histoire des sciences, il y a une histoire classique concernant un débat qui a eu lieu, un débat qui a duré plusieurs années entre deux groupes de scientifiques, deux groupes de physiciens qui débattaient à savoir qu'est-ce qu'était la lumière. Ça a débouché sur une conclusion quand même assez intéressante que je vais vous dire tout à l'heure. Mais disons qu'il y a eu quand même une lutte assez chaudement disputée entre des physiciens qui, eux, plaidaient le fait que la lumière était une particule, et c'était des particules, des flux de particules, parce que certaines expériences montraient que lorsqu'on envoyait des ondes lumineuses ou des rayons X, ou il y avait une interaction avec la matière, avec les atomes, et on pouvait faire en sorte que des électrons soient éjectés de la pièce, un peu comme si on lançait un peu comme au billard, lorsqu'on joue au billard et puis on frappe une boule, la blanche avec une autre une boule avec la blanche, ben il y avait exactement ce comportement-là qu'on observait. Donc, on pouvait faire entrer de la lumière en collision avec des particules et voir les particules être évacuées avec un détecteur, notamment les électrons. Donc, ce qui prouvait de manière expérimentale que la lumière, elle avait un comportement particulier ou de particules, ou corpusculaire, devrais-je dire. De l'autre côté, il y avait les partisans de physiciens qui disaient, eux, au contraire, que non, les particules, ils sont... pas les particules, mais la lumière, elle a une nature ondulatoire. Donc, pourquoi? Parce qu'on observait deux choses intéressantes. C'est que la lumière diffracte, comme les ondes mécaniques, comme les vagues dans l'eau, par exemple. Donc, il y a le même comportement de diffraction, ce qui prouvait que la lumière, elle avait un côté, disons, ondulatoire, que c'était une onde. Et il y avait une deuxième observation qui était faite aussi, c'est que la lumière, comme les ondes mécaniques, comme des vagues dans l'eau, pouvait produire de l'interférence, que ne peuvent pas faire les particules. Il y avait deux preuves solides basées sur plusieurs expériences qui faisaient en sorte d'appuyer la thèse du fait que la lumière était une onde. Et là, je vais vous amener vers une petite animation sur YouTube que j'ai trouvée récemment, assez intéressante à voir. En tout cas, ça me permet d'illustrer mon propos du moins. Donc, déjà, là, à la fin du 17e siècle, Isaac Newton, qui venait de découvrir la loi de la gravité, la loi de Newton, donc la loi gravitationnelle, F égale ma, ben lui, il s'intéressait aussi à la lumière et puis il défendait la thèse comme de quoi que la lumière, justement, c'était des flux de particules parce que ça le confortait sur sa vision du monde et ça pouvait faire en sorte d'avancer ou de faire développer la loi newtonienne de gravité, le fait que la lumière pouvait agir en tant que particule. Mais il y avait d'autres scientifiques qui, eux,
disait que, au contraire, non, la lumière, c'est des ondes. Donc, vous voyez à droite, certains scientifiques comme Newton, par exemple, qui disaient non, la lumière, c'est des flux de particules qui voyagent. Et d'autres scientifiques qui, eux, non, la lumière, c'est des ondes. Donc, c'est un débat qui a duré plusieurs décennies. Euh, mais sans, il n'y a pas jamais vraiment un des camps qui a pu prendre avantage sur l'autre parce que de chaque côté, il y avait des expériences qui prouvaient à la fois que la lumière se comportait comme une onde et comme aussi comme une particule. Donc, le débat n'avait jamais vraiment été ne s'était jamais conclu sur la victoire de l'un des deux camps avec cette belle histoire-là. Donc, entre autres, Newton, qui lui se faisait réfuter la thèse parce que Hooke, entre autres, qui démontrait que avec l'aide d'un mathématicien qui s'appelait Maxwell, ils avaient même décrit quand même assez en détail le comportement ondulatoire de la lumière en émettant la théorie que la lumière était même une onde électromagnétique. Donc déjà à ce moment-là, on avait un doute sur la nature de la lumière, donc un champ magnétique qui voyage qui se propage à une certaine vitesse, et même que le mathématicien Maxwell, qui n'était pas du tout un physicien, mais un très grand mathématicien, avait développé une équation qui prédisait la vitesse de la lumière dans le vide, et quelques centaines d'années plus tard, on a eu les équipements pour confirmer effectivement que la vitesse de la lumière dans le vide était bel et bien de 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. Et Maxwell, quelques centaines d'années avant, l'avait déjà calculé avec ses équations, les équations de Maxwell. Et donc, ça donnait des appuis solides sur la nature, sur les partisans qui disaient que la lumière euh, était une onde. Par contre, les partisans de la lumière particulière ou corpusculaire, eux aussi avaient des preuves solides parce que lorsqu'on envoyait de la lumière sur de la matière pouvait réagir, on pouvait mesurer un flux d'électrons et un courant électrique. Donc le fameux effet photoélectrique, qui est à la base, entre autres, des panneaux solaires, tout ce qui est détecteur de lumière. Donc, des panneaux solaires, qu'est-ce que ça fait? Ça prend l'énergie des ondes électromagnétiques provenant du Soleil, et puis ça percute des éléments métalliques. Ce qui est utilisé souvent, c'est le silicium. Et puis là, la lumière va aller rentrer en collision avec les électrons, donner de l'énergie aux électrons, et avec une source de tension, un aimant, on peut faire un flux d'électrons dans un conducteur et créer un courant électrique. Donc, on transforme littéralement l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc, par effet photoélectrique. Et donc, chacun des deux camps avait ses expériences à l'appui pour prouver les deux natures de la lumière. Donc, ça a fait débat très longtemps. Oui, l'effet photoélectrique encore ici. Mais quelques années plus tard, même que quelques décennies plus tard, est venu un fameux physicien d'origine allemande, Albert Einstein, qui lui a réfléchi à tout ça, qui a réussi par ses réflexions à conclure que puisque la lumière euh, répond autant au comportement particulier qu'ondulatoire, il a développé une théorie, puis il a proposé le modèle du photon, c'est-à-dire une combinaison entre une onde et une particule. Donc des paquets d'ondes, communément appelés, comme je viens de le dire, des photons. Donc c'est comme des morceaux d'ondes qui voyagent, et non pas une onde continue, mais des petits morceaux d'ondes qui vont lui permettre à la fois de se comporter comme une onde, donc de diffracter, de faire de l'interférence, mais aussi de se comporter comme une particule, comme par exemple lorsque le photon arrive sur un électron dans un atome, il est capable
de, de donner son énergie à l'électron, et l'électron peut être ainsi expulsé de l'atome, donc le fameux effet photoélectrique. Et là, ben, de là est venue la théorie, et là, ça l'a quand même, ça a fait une conclusion sur ce fameux débat-là. Mais je vais quand même m'en profiter pour faire une petite morale philosophique. C'est que dans l'histoire des sciences, les exemples sont innombrables de théories qui ont été développées à partir de différentes hypothèses soutenues par différentes personnes qui avaient leur point de vue, qui avaient leurs arguments, qui ont débattu entre eux pour exposer leur point de vue, leurs arguments, leurs, euh, leurs résultats d'expérience, d'observation. Et c'est comme ça qu'on en arrive à éclaircir les mystères de la nature, à expliquer des phénomènes naturels, comme par exemple la lumière. Donc, vous voyez, ça a débattu très longtemps, mais les deux camps, en réalité, avaient un peu raison chacun de leur côté, mais ce qui est extrêmement important, c'est que les deux camps, la majorité du temps, ont été écoutés. Donc, mais c'est arrivé à certaines occasions, par contre, que certains scientifiques s'arrangeaient pour ne pas faire en sorte que leur adversaire qui pensait pas comme eux là, puisse ne pas pouvoir publier ou communiquer leurs résultats. C'est arrivé des fraudes et ça arrive aujourd'hui. Encore, on vit dans une ère où c'est extrêmement commun le fait d'empêcher des rédactions de résultats euh, sur des théories qui sont pas populaires ou que sur des arguments ou des nouvelles théories qui peuvent remettre en question des théories qu'on considère comme immuables. Donc, ça arrive assez régulièrement, mais c'est extrêmement important d'écouter les arguments de chacun des camps. Faire de la science, c'est exactement la même chose que en cours de justice. Lorsque vient le temps, par exemple, de juger de la culpabilité d'un suspect qu'on doute, en tout cas qu'on suspecte justement d'avoir tué quelqu'un, par exemple, on va l'amener en cours, on va l'accuser, mais on va entendre les arguments des deux parties, en l'occurrence celui de l'avocat de la défense, qui lui va essayer de défendre son client, essayer de montrer par la preuve et de convaincre soit le juge, soit les jurés que le suspect n'est pas coupable. À l'inverse, il va y avoir, par exemple, l'avocat de la couronne qui, lui, va essayer d'exposer des arguments et des preuves pour montrer au contraire que le suspect est coupable. Mais remarquez que dans chaque procès, il y a de l'écoute des deux camps et une mesure des preuves et des arguments, puis c'est suite au contrepoids des différents arguments des deux côtés que là, un juré ou un juge va finalement rendre son verdict. En science, c'est exactement la même chose. Donc, il faut absolument maintenir les canaux de communication entre et là, je renvoie encore, le principal débat présentement depuis 20, 25, 30 ans, c'est le réchauffement climatique. Et il y a des politiques qui essaient de pousser une théorie, mais qui n'est pas prouvée scientifiquement. Et pourtant, plusieurs milliers de physiciens dans le monde ont publié de nombreux articles qui remettent en question la thèse du rôle du CO2 sur les changements de température terrestre. Mais on ne veut pas les écouter, on ferme les canaux de communication, on bloque des conférences dans des cégeps, dans des universités, on ne permet pas à ces gens-là de pouvoir, par exemple, être en entrevue à la télévision ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment dommage parce que la science n'avance pas à ce moment-là. Donc, quand quelqu'un n'a pas du tout raison, il faut quand même le laisser parler et c'est la meilleure façon de voir qu'il n'a pas raison. Donc, de l'écouter, et c'est la seule façon de faire en sorte que, effectivement, la personne, ce qu'elle offre comme argument, c'est très pauvre, et c'est comme ça qu'on en arrive à mesurer les contrepoids, pareil comme dans une cour de justice. Donc, quand on veut que quelqu'un ne parle pas, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est parce que ça va déranger, et c'est peut-être parce que les arguments sont assez bons. Donc, on ne veut pas
que ces arguments-là puissent être révélés. Donc, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Je reviens à notre sujet principal. Donc, Einstein, finalement, a conclu que la lumière, c'est à la fois une onde et une particule, donc les photons. Et ça l'a permis, finalement, de mieux comprendre l'interaction, justement, entre la lumière et la matière. Et la science a avancé, elle a fait des pas de géant à ce moment-là, parce que ces découvertes, ces connaissances scientifiques-là ont débouché ensuite sur d'énormes, de très grandes inventions qui ont fait avancer de manière très rapide les civilisations au niveau technologique et ça nous a permis d'augmenter finalement notre confort. Donc ces découvertes scientifiques-là débouchent la plupart du temps sur des applications importantes qui vont faciliter finalement nos conditions de vie. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais revenir un petit peu sur le PowerPoint pour faire un suivi sur la matière à voir pour cette capsule-ci. Donc, une onde, ça je l'ai expliqué dans le cours d'ultrason. Une longueur d'onde, c'est la distance entre deux points identiques sur une fonction sinusoïdale. Donc, l'oscillation que vous voyez, la fonction sinusoïdale, ça correspond tout à fait exactement à la fonction d'une onde électromagnétique. Donc, c'est la variation d'un champ magnétique dans le temps et dans l'espace. Et la distance qui sépare deux points correspondants, deux points identiques, comme un sommet, la distance entre deux sommets, la distance entre deux creux ou la distance entre deux valeurs nulles d'amplitude, c'est toute la même distance. Ça correspond à la longueur d'un seul cycle qu'on appelle la longueur d'onde. Ça, on l'avait vu en ultrason. Maintenant, la longueur d'onde des ondes électromagnétiques, c'est quasiment infini. Dans l'univers, on mesure encore des ondes électromagnétiques à très très haute fréquence et à l'inverse à très très basse fréquence ou si on veut à très très courte longueur d'onde ou à très très longue longueur d'onde. Puis pour situer la gamme de longueur d'onde d'ondes électromagnétiques justement, bien, on a décidé de faire une espèce de classement pour distinguer différents domaines de longueur d'onde. Donc, on a donné des noms à ça, comme par exemple les ondes radio, qui concernent des ondes de longueur d'onde assez longue, là, plusieurs mètres, voire même plusieurs kilomètres. Donc, par exemple, les ondes radio ici, là, 10 à la 3 mètres, c'est la longueur d'un building à peu près, là. Un édifice, une longueur d'onde seulement. Donc, des ondes radio qui proviennent de l'espace ou que l'homme aussi va générer à travers certains appareils. Pour des longueurs d'onde un peu plus courtes, donc dans le domaine du centimètre, on a les micro-ondes, justement les ondes qui sont utilisées pour les fours à micro-ondes. Donc, autrement dit, ici, là, vous avez, pour frais de comparaison, là, la taille d'un humain jusqu'à celle d'un papillon. Donc, on est dans le domaine de grandeur là, des micro-ondes. Et ensuite, pour des longueurs d'onde de plus en plus courtes, là, on tombe dans le domaine des infrarouges. Donc, ça correspond à la taille de la pointe d'une aiguille, 10 à la moins 5 mètres, donc quelques fractions de millimètres. Donc, on est dans le domaine de l'infrarouge. Et là, l'infrarouge, ben, vous le sentez presque à chaque jour, surtout l'été, aussitôt que vous sortez à l'extérieur, surtout l'été où il fait plus chaud. Parce que les rayons du soleil arrivent plus perpendiculairement sur la surface de notre planète à la latitude où on se situe en été. On sait que la Terre, lorsqu'elle tourne autour du soleil, elle est inclinée. Et dans le mois de janvier-février, ben, son inclinaison fait en sorte que les rayons du soleil arrivent pas très droits à la latitude où on vit ici. Tandis que lorsqu'on est à 180 degrés plus loin, on a fait un demi-tour complet autour du soleil, ben là, l'inclinaison fait en sorte qu'à cet endroit-là, les rayons du soleil arrivent ici presque perpendiculairement, donc c'est beaucoup plus chaud. Et là, vous êtes en mesure de le sentir, la chaleur radiante. Ce sont les infrarouges qui sont capables d'activer
des terminaisons nerveuses sur votre peau et vous sentez cette chaleur-là. L'information se rend à votre cerveau et vous sentez la chaleur par radiation. De la même façon aussi, si vous approchez d'un foyer ou d'un four avec du métal en fusion, vous allez sentir la radiation sur votre peau, la chaleur qui est créée. Donc, ça, c'est les infrarouges qui font ça. Et ensuite, à partir de... Et là, ça concerne vraiment une gamme très précise, là. Arrivé à 700 nanomètres, donc là, on est dans la taille des protozoaires, 700 nanomètres jusqu'à 400-410 nanomètres environ. Donc, ces longueurs d'onde-là, là, qui sont assez restreintes, là, c'est des ondes électromagnétiques que notre œil est conçu et adapté à détecter. On est capable, notre œil détecte ces longueurs d'onde-là. Et envoie, nous, c'est les différentes longueurs d'onde qui sont comprises entre 700 et 400. Donc, en passant par 650, 600, 550, 500, 450 et 400, ben pour nous, ces différentes longueurs d'onde-là, notre cerveau les interprète comme étant des couleurs. Donc, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, donc ce sont tous des fréquences comprises entre 700 nanomètres. On est dans le rouge foncé, là, si on veut, là. Et autour de 550 nanomètres jaune-vert. Et puis près de 400, 420-430 nanomètres, on est dans le violet. Et là, en bas de 400 nanomètres, là, notre œil ne perçoit plus rien. On rentre dans le domaine des ultraviolets. 10 à la moins 8 mètres comme ordre de grandeur. Donc, on est dans le domaine des tailles de molécules. Donc, les ultraviolets sont capables d'interagir avec des molécules organiques, entre autres. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention au soleil là, pour ne pas attraper des cancers. Mais ce n'est pas les infrarouges, ce n'est pas la chaleur. Ce sont les UV qui agissent. C'est les ultraviolets qui causent quand votre peau elle devient foncée après quelques minutes, après quelques heures d'exposition au soleil, votre peau réagit, elle fabrique une molécule qui va servir à protéger votre peau du soleil. Donc, ce sont les UV qui déclenchent cette réaction-là. Et en même temps, si vous avez été exposé de manière trop importante, trop longtemps aux UV, vous pouvez, au bout d'un certain nombre d'années, être susceptible de peut-être attraper un cancer, mais ça, c'est à cause des UV. Et puis là, ben, quand on s'en va dans les longueurs d'onde encore plus courtes, là, on est dans le domaine de la taille des atomes, 10 à la moins 10 mètres, donc 1 nanomètre, 1 Armstrong, c'est-à-dire. Ben là, on est dans les rayons X. Rayons X, justement, gamme de longueur d'onde qui est exploitée en fluorescence X. En diffraction X aussi. Diffraction X que seuls ceux qui sont inscrits en contrôle vont avoir la joie et la chance de connaître et d'apprendre à faire fonctionner l'année prochaine. Mais vous aurez tous l'occasion de travailler avec les rayons X avec Lucie dans le cadre du cours d'essai non destructif volumétrique. Dans la deuxième partie de la session, vous allez détecter des défauts dans les pièces à l'aide de la radiographie, donc à l'aide de sources à rayons X. Et finalement, pour des longueurs d'onde encore plus courtes, donc dans le domaine de la taille des noyaux, par exemple, d'atomes, on a les rayons gamma. Les rayons gamma qui sont encore plus énergétiques, des longueurs d'onde encore plus courtes. Donc maintenant, ce que je vais faire arriver ici, c'est que je vais rappeler certaines notions d'optique. Je vais consacrer les dernières minutes de cette capsule-ci sur deux comportements ondulatoires, la réflexion, mais surtout la réfraction. Donc la réflexion, ben, vous la voyez ici, c'est quand une onde arrive sur une surface à un certain angle. Vous avez la normale ici qui est perpendiculaire à la surface de réflexion. Et lorsque une onde arrive avec un certain angle, θ1, ben, il y a une réflexion. L'onde va réfléchir avec un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence. Donc θ1 est égal à θ2. Voilà. Maintenant, arrivé ici, je vais utiliser une animation. Ça va me permettre en même temps de, si vous ne connaissez pas le site qui s'appelle PHET, P-H-E-T, qui est marqué ici en bas de l'écran, P-H-E-T, c'est un site qui a été monté par l'Université du Colorado aux États-Unis.
Il y a beaucoup d'animations extrêmement bien faites sur différents phénomènes de scientifiques dans le domaine de la biologie, de la physique, de la chimie, les mathématiques aussi. Différentes animations qui facilitent la compréhension de certains phénomènes qui peuvent des fois paraître un petit peu arides ou abstraits pour la compréhension. Donc, j'aime beaucoup ce site-là. Là. Je le connais depuis à peu près une dizaine d'années, puis je l'utilise dans certains de mes cours, dont celui-ci, pour euh, me permettre de m'aider à faire comprendre différents concepts qui peuvent être peut-être difficiles à absorber par les étudiants. Donc, justement, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai une source de lumière. Et j'ai la zone blanche, c'est de l'air ambiant. Et la zone bleue, ça représente, dans l'exemple qui est ici, de l'eau. Donc, on sait que la lumière peut réfléchir sur l'eau. Pourquoi qu'une réflexion? Parce qu'il y a un changement de milieu, premièrement. Donc là, il y a de l'air. Ensuite, vous avez la surface de l'eau qui est en haut. Et puis là, il y a une partie de l'énergie lumineuse qui va réfléchir sur l'eau, mais pas toute. Il y a une partie qui va rentrer dans le deuxième milieu. Donc, vous voyez bien la réflexion qui se fait ici. Là. Il y a une partie d'énergie incidente qui ne rentre pas dans l'eau, mais qui va réfléchir. Et tout dépendant de l'angle d'incidence, ben, vous voyez, il y a une quantité de plus en plus importante de lumière qui réfléchit. Vous voyez que la ligne rouge qui réfléchit devient de plus en plus foncée et intense lorsque je diminue l'angle d'incidence par rapport au plan d'interface. Donc c'est pour ça que quand vous vous approchez, quand vous êtes sur la surface de l'eau, puis que vous approchez votre œil, vous êtes très près de la surface de l'eau et que vous regardez sur la surface au loin, vous êtes en mesure de voir là, on voit même plus l'eau, là, on voit, c'est comme si vous regardiez un miroir, là, vous voyez la réflexion de la lumière. Par contre, si vous vous mettez à cette position-là, puis vous regardez dans l'eau, ben, vous voyez quasiment plus de réflexion. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur du lac, là, s'il y a des poissons, etc. Donc, c'est l'animation permet de mettre en évidence ce que vous avez déjà observé dans la vie de tous les jours aussi. Donc, il y a la réflexion, mais vous avez remarqué aussi qu'il y a une partie de la lumière qui rentre dans l'eau et vous avez remarqué qu'il y a une déviation, il y a un changement de direction entre les deux milieux. Et la raison fondamentale, c'est que, je voulais vous l'expliquer ici très bien, là, en transformant mon animation comme ça. Voilà. OK. Et là, ce que vous voyez ici, ben, les traits rouges, là, parallèles les unes aux autres qui avancent, c'est la représentation d'une onde. On pourrait dire que les traits rouges, c'est le sommet de la fonction sinusoïdale et les espaces noirs entre les espaces rouges, ça pourrait être les creux de la fonction sinusoïdale. Et là, vous avez chaque trait rouge représenterait un cycle. Donc, le coupe, trait rouge, ensuite, barre noire, tout de suite à côté, c'est respectivement le sommet et le creux de l'onde. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque une onde, la vitesse de propagation d'une onde dépend uniquement du milieu. C'est le milieu qui décide de la vitesse à laquelle l'onde va se propager à travers. Donc, ce que vous êtes en mesure de voir très bien, c'est que présentement, quand que le rayon sort de la source lumineuse puis qu'il traverse l'air, vous voyez que le rayon va à une certaine vitesse. Puis remarquez que la partie qui rentre dans l'eau, l'onde va moins vite. La lumière va plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Pour un rapport de 1,33. L'indice de réfraction pour l'air, c'est 1. L'indice de réfraction pour l'eau, c'est 1,33. Donc 1,33 sur 1, ça correspond au rapport des vitesses entre la vitesse de la lumière dans l'air et celle qu'il y a dans l'eau et celle par rapport à celle qu'il y a dans l'air. Et là, ce que je veux vous expliquer, c'est que là, on comprend bien que la vitesse, elle est différente, elle est plus lente dans l'eau que dans l'air, mais comment ça peut expliquer le changement de direction? Bien, vous remarquez là, que si on compte le nombre d'ondes qui sort de la source, mettons si on prend 30 secondes, puis on compte le nombre de barres rouges qui sort de la source en 30 secondes, puis qu'on fait la même chose en bas de l'écran.
là où on ne voit plus l'onde qui rentre dans l'eau, puis on sort, on compte le nombre de barres rouges qui sortent de l'écran, mais on va arriver au même chiffre. C'est normal, il n'y a pas de barres rouges qui apparaissent à quelque part entre la source et le fond de l'eau. Là. Il n'y a pas d'ondes, de cycles qui apparaissent comme ça par magie, par enchantement là, à mi-chemin. Donc, toutes les ondes qui sortent, c'est-à-dire qui sont créées à la source, vont finir par sortir en bas. Donc, ce qui fait que la fréquence dans le premier milieu, dans l'air, est forcément égale à la fréquence dans le deuxième milieu parce qu'on voit on va voir le même nombre d'ondes. Si on compte les ondes ici, pour arriver au même nombre d'ondes qui rentrent et qui sortent, mais parce que la vitesse est plus lente dans l'eau, pour arriver au même nombre d'ondes qui sortent de l'écran par rapport à ce qui rentre, il faut forcément que les traits rouges soient plus près les uns des autres dans le deuxième milieu. Donc, autrement dit, la longueur d'onde est modifiée dans le deuxième milieu par rapport au premier milieu. Puis on le voit visuellement, là. Si je fais une pause, ça va peut-être aider. On voit que si on mesure la distance entre les traits rouges, qui correspond à la longueur d'onde, dans l'air, dans le premier milieu qui est en blanc, bien, on voit bien que c'est plus grand que dans le deuxième milieu où on voit que les barres rouges sont plus rapprochées. Donc la longueur d'onde dans l'eau a diminué. La vitesse a diminué, mais aussi la longueur d'onde. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la fréquence. La fréquence est demeurée la même. Parce que les ondes qui sont créées à la source, il faut toutes qu'elles sortent. Sinon, si la fréquence était modifiée, ce qui arriverait, ce qui est impossible, mais ce qui arriverait, c'est que là, les ondes finiraient par s'accumuler dans le deuxième milieu. Puis là, il y aurait un trafic d'ondes, puis là, ça finirait par fonctionner, ce qui est physiquement impossible. Et là, je renvoie à une formule qu'on a vue en ultrason. Donc, le lien, les trois paramètres, fréquence, vitesse et longueur d'onde, qui sont intimement reliés l'un avec les autres, ben, on voit que si on baisse la vitesse, et pour que la fréquence demeure constante dans l'équation, ben, il faut aussi que la longueur d'onde baisse. Okay? Si par exemple, je fais un rapport 6 sur 3, ça égale à 2, ben, la vitesse, si je la baisse à 4, il faut donc que la longueur d'onde baisse à une valeur de 3 à 2 pour que le quotient ou la soustraction donne encore 2. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, pour que la fréquence demeure constante, si la vitesse baisse, il faut aussi que la longueur d'onde baisse. Puis on le voit très bien sur l'animation. Puis vous voyez, vous observez à l'interface, là, les petites barres rouges, qu'est-ce qu'elles font? Elles tournent. Puis en tournant, forcément, elles se rapprochent aussi les unes des autres. Donc c'est ça qui explique la réfraction. Donc, et pour que les barres soient plus près les unes des autres, pour respecter la fréquence, parce que ça va moins vite, mais regardez l'onde, quel moyen qu'elle prend, elle change de direction. Et en changeant de direction, automatiquement, les barres se mettent plus près les unes des autres. Donc ça, c'est le phénomène de réfraction. Maintenant, si je fais un mouvement, si je change l'angle d'incidence, ben, on voit aussi, bien entendu, que l'angle de réfraction qui est l'angle... Ah, on voit très bien ici, là. J'avais pas pensé faire ça avant, mais en le faisant, je m'en aperçois. On le voit bien ici, là. Les ondes dans l'interface, exactement. Là. Regardez les ondes, ce qu'elles font. Pour faire en sorte de diminuer leur distance dans le deuxième milieu, elles doivent tourner. Voilà. Donc, c'est pour tout simplement respecter une règle géométrique. Donc, changement de direction. Donc, et là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite modification. Je vais changer, par exemple, pour un autre milieu. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Le premier milieu va être de l'eau. Et le deuxième milieu va être de l'air. Non, là, ça, c'est pas une bonne idée parce que la différence d'impédance est trop grande. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre encore de l'air. Sur de l'air avec de l'air, ça fait rien, mais je vais prendre mystère B. Non,
C'est un mystère A. Non plus, mon Dieu. Personnalisé? Non plus. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'eau. Avec... Bon, j'avais réussi tantôt, mais là, je ne réussis plus. Donc, je vais prendre du verre en premier milieu, ainsi que de l'air. Là, ça va fonctionner. Non plus. Eh bien. Attendez un instant. Donc, je vais faire quelque chose. Et voilà. De l'air encore. Euh... hmm. Ah, c'est ça que je voulais faire. Et voilà. Donc, vous voyez ce qui vient de se passer ici? C'est que je viens de créer une situation où le premier milieu est moins rapide que le deuxième. Donc, là, ce qui se passe, c'est que là, la cassure se fait dans l'autre sens. Donc, l'onde doit être plus rapide dans le deuxième milieu. Donc, pour être plus rapide, il faut que, étant donné que c'est plus rapide, pour s'adapter à la vitesse est plus grande, donc les barres doivent être plus distantes les unes des autres. Donc la longueur d'onde doit augmenter et pour augmenter la longueur d'onde, on voit bien ici, là, bon ben, il faut que l'onde puisse réfracter de façon à avoir un angle de réfraction supérieur à l'angle d'incidence. Donc ça, c'est le cas où le deuxième milieu est plus rapide que le premier. Voilà. Bon, il y a peut-être quelques petites choses à dire concernant la réfraction. Oui, comme c'est ici par exemple. Donc, ce qui est amusant dans l'animation, c'est qu'on peut jouer sur, par exemple, en utilisant des prismes et faire traverser de la lumière à travers un prisme, comme ça. Et puis donner un angle. Donc, pas donner un angle au prisme, mais donner un angle. Ouais, donner un angle au prisme, comme ça. Vous voyez, là, je fais réfracter. Donc, je modifie l'angle d'incidence. Donc, je mets en évidence l'effet de réfraction. Comme ça, ici, il n'y en a pas de réfraction parce que le rayon arrive à angle droit, angle d'incidence 0. Donc, le même angle que la normale. Tandis que là, lorsque je fais, je donne une inclinaison, je modifie l'angle d'incidence et là, je mets en évidence le phénomène de réfraction tant qu'à l'entrée du prisme qu'à la sortie. Pour ceux qui sont des amateurs de Pink Floyd, ben, je vais vous reproduire le- la pochette du disque sorti en 73, Dark Side of the Moon. Ici, ce que vous voyez, c'est une source de courant monochromatique. Donc, du rouge, une certaine longueur d'onde bien précise. On voit sa réfraction ici. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque je modifie la longueur d'onde, regardez, l'angle de réfraction est modifié. Et tout dépendant de la longueur d'onde, à la sortie du prisme, le rayon prend une direction différente. Et voilà. Si je prends une onde plus intense, ça va peut-être être plus évident. Ouais, comme ça. Donc, si je choisis d'utiliser un mélange de toutes les longueurs d'onde ensemble, donc la lumière blanche, c'est le blanc, comme par exemple le soleil, il est totalement blanc, euh, mais à condition que vous ayez, il va vous apparaître très très blanc si vous sortez de l'atmosphère. Si vous allez dans l'espace, en orbite, là, vous regardez le soleil, il va être plus blanc que si vous le regardez ici au niveau du sol sur la Terre, parce que l'atmosphère va diffracter une partie des longueurs d'onde. Entre autres, le bleu du ciel, c'est les rayons du soleil qui sont diffractés parce qu'elles interagissent avec l'azote et l'oxygène, tandis que les autres rayons qui ne diffractent pas finissent par arriver à votre œil. Donc, autrement dit, la couleur jaune très pâle du soleil, c'est le blanc dans lequel on a enlevé le bleu du ciel. Donc, ça modifie un petit peu la teinte. Si justement j'utilise une lumière très très blanche, donc le mélange de toutes les longueurs d'onde, ben, on voit ici que c'est drôle, moi je cache pas, mais je vais juste modifier l'angle, la direction de mon prisme, comme ça. Ah, ici, on le voit quand même pas pire. Donc, vous voyez les longueurs d'onde qui se séparent à la sortie du prisme. Je sais pas si c'est en mesure de voir à l'écran, parce que là, j'ai la petite fenêtre blanche là, qui dérange un peu, là.
Mais je pourrais monter ça comme ça ici, et voilà. Et voilà. On voit bien là, les différentes longueurs d'onde qui se séparent, comme ça. Hmm. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, là je vais revenir avec la... Là, ça ressemble vraiment au disque Dark Side of the Moon. Hein? Voilà, ici on le voit quand même assez bien ici, comme ça. Si je reviens avec mon prisme rectangulaire, probablement que des fois, lorsque les journées très ensoleillées, puis que le soleil plombe sur vos fenêtres, et puis là, vous voyez sur votre plancher des petits effets arc-en-ciel, ben, c'est parce que la lumière du soleil arrive avec un certain angle sur votre vitre. Malgré que là, c'est pas du tout évident de le faire ici. Mais ça prendrait une vitre. Le prisme est trop large, il n'est pas assez large. Bon, c'est pas grave. Ça fonctionne pas. Par contre, vous avez tous déjà observé un arc-en-ciel. Voilà, je vais vous produire un arc-en-ciel. Donc, il n'est pas évident là sur l'écran, mais on voit bien la séparation des couleurs ici. Donc, pourquoi je parle d'arc-en-ciel? Parce que lorsqu'il y a une averse et que les rayons du soleil traversent l'averse et s'en viennent, après ça, les rayons s'en viennent vers votre œil. Donc, lorsqu'il y a une averse qui sépare le soleil de vous, vous voyez un arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil va aller traverser les gouttelettes d'eau qui sont dans le ciel, qui tombent. Donc, il y a des milliards et des milliards de gouttelettes d'eau sur son parcours. Et chaque gouttelette d'eau va faire un effet de réfraction, comme vous le voyez ici. Va réfracter la lumière. Et les longueurs d'onde vont être séparées. Ils vont parcourir du chemin jusqu'en arrivant à votre œil. Donc, vous allez voir, ce qui va arriver à votre œil, ce sont les longueurs d'onde qui sont toutes séparées à la hauteur de l'averse. Donc, ce que vous allez voir, c'est l'arc-en-ciel. C'est comme ça que les arcs-en-ciel sont produits, tout simplement. Voilà. Y avait-tu autre chose à dire concernant cette petite animation-là de réfraction? Non. Je pense que c'est correct. Je pense. Ouais. Petit supplémentaire. Hein. C'est intéressant, ça. Je ne l'avais pas expérimenté, mais bon. Peu importe. OK. Je reviens à mon PowerPoint. Si. Donc, justement, réfraction de la lumière avec le fameux prisme dans lequel on fait la séparation de lumière, avec la loi de Snell. Donc, la loi de Snell, je ne reviens pas là-dessus. Vraiment, c'est pas vraiment, ça ne sert pas vraiment pour le cours. Ça va servir en ultrason, par contre, mais pas pour le cours d'analyse chimique. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Et par contre, je vais porter une attention sur ce qu'on voit ici à l'écran. Probablement que dans votre cours de physique, le prof vous a montré un petit peu les fonctions sinusoïdales. Donc, lorsqu'on parcourt une fonction sinusoïdale, ben, ça correspond à une équation. Donc, l'équation que vous voyez en bas, là, y, fonction de x et de t, est égale à l'amplitude fois le sinus de, bon, à la fois ce qu'on appelle le nombre d'ondes, le nombre angulaire ainsi que le déphasage, là, k respectivement, k, w et les deux lettres grecques, là, θ. Donc, tout ça, ce sont des caractéristiques d'une onde. Donc, à quoi sert cette équation-là? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction sinusale, elle est représentée sur un axe XY. Y, axe vertical, et puis X, l'axe horizontal. Donc, X, c'est la position. Donc, on peut se promener sur la fonction, puis quand on se promène en X, ben, le point Y varie, l'amplitude varie. Hein? Quand on se promène, là, puis on va chercher les points, tous les points x, y qui dessinent la fonction sinusoïdale, mais on voit bien que quand je me promène en x vers les positifs, vers la droite, ben la valeur de y change constamment. Hein? C'est la hauteur de la fonction. Donc, et c'est ce qu'elle décrit, l'équation. C'est que l'équation, ce qu'elle dit, c'est que la valeur de y, autrement dit, la hauteur où on est, c'est comme si c'était un bouchon là, qui suit la vague, là, ben, elle est fonction de la position, de où est-ce qu'on est. On voit bien que si l'onde reste immobile, on n'a qu'à se promener en X. Oups, j'ai une petite erreur ici. On n'a qu'à se promener en X et on fait varier la valeur de Y, ou l'amplitude. Donc,
fonction de x. Mais c'est aussi fonction du temps, parce que c'est la fonction d'une onde progressive, donc une onde qui voyage. Donc si à l'inverse, je reste toujours à la même position, mais que c'est l'onde qui bouge, et non pas moi avec un point, ben, je vais aussi monter de haut en bas, et la valeur de y va dépendre du temps. Hein, il y a un moment donné, je suis en bas, et là, l'onde, elle circule, puis hop, un autre seconde plus tard, je suis rendu en haut, comme le bouchon. Donc la hauteur du point bleu varie avec le temps. Donc c'est sûr que vous avez plusieurs petites fonctions ici. Bon, c'est certain qu'avec une image comme ça, c'est un peu limité pour moi de vous montrer, mais regardez ici, j'ai une animation. Et justement, vous avez une fonction sinusoïdale, puis vous avez le petit bouchon bleu au centre. Là. Je vais partir l'animation, puis vous voyez, l'onde, elle va prendre une vitesse. Donc là, on va être en mode progressif qu'on appelle. Une onde progressive, c'est une onde qui se déplace à une certaine vitesse dans une certaine direction. Donc je vais la démarrer, et voilà. Donc vous voyez que le point bleu, il est toujours à la même position. Mais la valeur de y, vous voyez, la hauteur du point bleu, c'est la valeur de y. Mais elle change tout le temps. En fonction de quoi? En fonction du temps. Puis aussi, en fonction de la vitesse de l'onde. Puis en fonction de la position. Donc, c'est pour ça que l'équation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, mathématiquement, elle permet de calculer la hauteur du cercle bleu en fonction de la vitesse, de la fréquence, du temps. Parce que si je mets mettons, je recommence l'animation, comme ça ici. Là. Je la recommence au point de départ. Là, ça, c'est le 0 seconde, disons. Donc, ce qui fait que moi, quand je dis à 0 seconde, c'est quoi la hauteur du point? Ben, je veux dire, elle est en amplitude maximale. Mettons que c'est 2 mètres. C'est à une hauteur de 2 mètres, le point. Ben, là, je pars ça. Je laisse écouler 3 secondes. 1, 2, 3. Paf, je stoppe. Ben, le point bleu, il n'est plus à la même hauteur après 3 secondes. La valeur de Y a changé. Et si je recommence, tac, encore mon point de départ en haut, mais je change la fréquence et la longueur d'onde. Comme ça. Là, je repars. Après 3 secondes, on ne sera pas au même endroit que tantôt, là. Parce que l'onde, elle n'a pas la même fréquence. Donc, elle fait varier le point bleu, il oscille plus vite. Donc, la hauteur du point bleu ne dépend pas uniquement du temps, elle dépend aussi de la fréquence de l'onde. Puis, ça dépend, bien entendu, de l'amplitude. Le A, donc le A dans l'équation, c'est l'amplitude maximum. Donc, dans l'animation, mettons, si je la grimpe, ça fait les pics sont plus hauts. Puis si je le rapetisse, les pics sont plus bas. Ça ne change pas la fréquence. Ça ne fait changer que l'amplitude. C'est l'intensité. Bien entendu, la hauteur du point bleu elle va varier selon l'amplitude aussi. Hein, il s'en va plus haut, il s'en va plus bas. C'est pour ça qu'il faut que l'amplitude soit dans l'équation. Mais ce qu'on remarque, c'est que le point bleu, il n'est jamais plus haut que la valeur de 0.93 ici, ou jamais plus bas. Fait que finalement, c'est toujours entre un maximum et un minimum, donc une fraction de l'amplitude. Donc dans l'équation que je vous ai montré tout à l'heure, on s'aperçoit que la manière que l'équation est faite, ici, y, x de t, c'est a, c'est l'amplitude qui multiplie le sinus de tout ce qui est entre parenthèses. Bien, le sinus d'un angle, c'est toujours la valeur possible être entre 0 et 1. Ou entre 1 et moins 1. Ça ne peut pas être supérieur à 1, ça ne peut pas être inférieur à moins 1. C'est toujours une fraction, une décimale. Donc la fonction, la hauteur de y, c'est toujours, donc le a, il multiplie toujours un chiffre plus petit que 1. Donc c'est une fraction de a. Tout le temps. Mais ça peut être 1. Le sinus peut être 1, c'est quand que le point bleu est vraiment à une amplitude maximum. Là, la valeur entre parenthèses, à ce moment-là, dépendant de la valeur du temps et de à quelle position on est, la fréquence et tout ça, là, pendant une fraction de seconde, le point bleu est à son maximum. Au moment où le sinus de l'angle est égal à 1, ça fait 1 fois A
Donc là, le point est à son maximum. Donc c'est ça que ça veut dire, la fonction sinusoïdale ici. Donc moi, c'est sûr que peut-être que c'était flou. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos cours de physique, là, cette fonction sinusoïdale-là, mais... Et bien entendu, je peux faire varier la vitesse aussi. Donc la fréquence par la vitesse, c'est-à-dire. Donc c'est tous des façons de faire modifier finalement les caractéristiques de l'onde. Voilà. Ça va suffire comme première capsule pour la théorie. Je pense qu'on en a vu pas mal pour l'instant. Fait que je vais revenir avec, pour la prochaine capsule, on va pousser plus loin le comportement ondulatoire, notamment la diffraction et les interférences.